Ils ne lui ont pas demandé qui elle était, n'ont pas vérifié son dossier, n'ont pas vu les cicatrices sur ses jointures, ni la façon dont elle restait dos au mur à la CIA. Pour eux, elle n'était qu'une autre femme discrète en uniforme, à la voix douce, insignifiante, oubliable. Alors, l'un d'eux l'a bousculée, un autre lui a fait un croche-pied. Puis le troisième lui a donné un coup de pied si violent dans la bouche qu'elle a craché du sang sur le béton. Ils ont ri, l'ont traitée de faible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle était ceinture noire, instructrice qualifiée des Navy SEALs, en activité et déjà à l'affût. Elle n'a pas pleuré, n'a pas porté plainte, n'a même pas prononcé leur nom. Elle a simplement attendu. Attendu jusqu'à ce qu'ils soient obligés de monter sur son tapis devant tout le monde. Et au moment où le premier a touché le sol, les deux autres n'avaient même pas réalisé qu'ils étaient les suivants. Avant de vous montrer exactement ce qui s'est passé dans cette salle d'entraînement et comment sa dernière phrase a fait lâcher leur stylo au commandant, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Cliquez sur J'aime, appuyez sur S'abonner et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer ces histoires vraies de domination silencieuse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier maître Mara Voss est arrivé au Camp Larks avec 2 jours d'avance. Elle n'a pas dit pourquoi. Pas de fanfare, pas d'insigne des Navy SEALs, pas de galon de combat, juste un sac à dos standard, un sac de voyage avec une étiquette à moitié effacée et une enveloppe en papier craft remise aux policiers militaires à l'entrée, avec un silence qui suggérait que les papiers parleraient de plus fort qu'elle ne le ferait jamais. La base elle-même était officiellement un centre d'intégration des forces spéciales, à mi-chemin entre l'élite et les forces jetables. Mais sur le terrain, ce n'était qu'un complexe à moitié pavé, coincé entre une terre aride et un aérodrome désaffecté. Les marines occupaient la majeure partie de l'espace au sol. Les entrepreneurs s'occupaient du matériel. La marine envoyait parfois des observateurs, mais c'était l'attitude qui faisait la cohésion. La bravade, le bruit et la chaleur. Mara ne la contestait pas, ne la corrigeait pas. Elle s'est mêlée au bruit comme quelqu'un qui a appris depuis longtemps que les ondes appartiennent à celui qui parle le plus fort et que le silence porte toujours plus loin. La responsable du logement cligna des yeux lorsqu'elle vit le nom. Mara hocha simplement la tête. Rôle de soutien uniquement, répondit Mara. On lui attribua une suite partagée au 3e étage. Pas de colocataire, juste 2 couchettes vides dans un placard qui n'avait pas vu de peinture depuis l'époque Clinton. Elle restait discrète, portait des gants pendant les exercices, noirs, sans marque. Elle les portait longtemps après que les autres aient retiré les leurs. Elle avait toujours sur elle un carnet qu'elle n'ouvrait jamais en public. Elle mangeait seule, jamais plus de 15 minutes, et toujours face à la sortie. Ce n'était pas son silence qui les dérangeait. C'était le fait qu'elle n'avait jamais l'air perdue. À la fin du premier jour, les chuchotements avaient déjà commencé, mais c'étaient les gants qui avaient tout déclenché. Un autre, plus fort cette fois, a fait écho. Oui, elle ne s'est pas retournée, n'a pas réagi et simplement continué à marcher vers le bâtiment d'évaluation où elle devait observer, sans y participer, les tests de souplesse des candidats présélectionnés. À l'intérieur, sous la lumière crue des néons, les manches et si les manches de sa veste se sont légèrement relevées lorsqu'elle a ajusté sa montre. Des cicatrices fines et superposées sur ses jointures ont brièvement apparu sous ses poignets. Personne ne les a remarqués. Au milieu de la semaine, tout le monde connaissait son nom, mais personne ne l'utilisait. New Girl était resté. Rapide, facile, dédaigneux, le genre de surnom qui survit toujours à la vérité. Maravos n'était pas déconcertée. Elle enregistrait les présences aux circuits matinaux, passait les bloc-notes aux instructeurs, tenait le chronomètre pendant les sprints et réinitialisait les minuteries entre les séries. Elle ne corrigeait pas les mauvaises postures, n'offrait pas d'encouragement. Elle n'était pas là pour être appréciée et elle savait qu'il valait mieux ne pas se mettre en travers de l'ego des autres. Mais sa présence dérangeait. Ce n'était pas ce qu'elle disait, mais ce qu'elle ne disait pas. L'un des marines lui posa la question alors qu'elle entrait dans la salle de sport annexe. Il était assis sur un banc de musculation, se reposant entre 2 séries, la sueur coulant sur son cou comme s'il avait gagné le droit de l'interroger. Elle ne répondit pas. Un troisième sourit, la bouche pleine d'une barre protéinée. Attention. Ils rirent assez fort pour remplir la pièce, assez fort pour que les autres les entendent et restent silencieux.
C'était comme ça que ça marchait. Un gars commençait, les autres suivaient juste assez pour ne pas être blâmés. Le meneur se fit rapidement connaître, le caporal Tanner Burke, issu de l'infanterie, bruyant mais sans substance. Le genre de marine qui pouvait exceller au tir au fusil, mais qui ne se taisait jamais pendant une course de 5 kilomètres. Son grade n'était pas élevé, mais son volume vocal faisait de lui un pôle d'attraction naturel pour tous les soldats peu sûrs d'eux qui cherchaient à rire. Il a abordé Mara un après-midi alors qu'elle finissait de saisir les temps d'un exercice de navette. Elle a levé les yeux une fois, il a haussé un sourcil. L'échange s'est arrêté là, mais pas que lui. Jeudi, les choses ont dégénéré. Pas physiquement, mais en fréquence. Plus de pics, plus de volume, des commentaires à la cantine, des remarques dans la salle d'équipement. Mara n'a jamais répondu. Pas une seule fois, elle se contentait d'acquiescer quand il le fallait, gardait un ton sec et professionnel, ne prolongeait jamais une conversation au-delà du nécessaire, mais les autres l'ont remarqué. Un sous-officier supérieur de l'escadre aérienne a plissé les yeux lorsque Burke et son équipe ont ri trop fort dans la baie des Épaves. L'un des médecins de la base, celui qui était discret et qui lisait réellement les rapports, et remarqué que Mara prenait des notes sans jamais jeter un œil à l'horloge. Une sous-traitante s'est arrêtée en voyant Mara ramasser une barre mal rangée par quelqu'un d'autre. Sa posture était chirurgicale. Le dos droit, les genoux bloqués, aucun mouvement inutile. Pourtant, personne n'est intervenu. Pas encore. La phrase est arrivée pendant une séance de récupération. Burke est passé près derrière elle alors qu'elle sortait de la cage de traction. Pas assez fort pour que ce soit considéré comme un cri. Pas assez bas pour que ce soit privé. Personne n'a ri, mais personne ne l'a arrêté non plus. Mara n'a pas réagi. Elle a simplement fini de noter ses observations, a rangé son stylo et s'est dirigée vers le bâtiment administratif à son rythme habituel. Ni plus lentement, ni plus rapidement, juste en avant. Cela s'est passé un vendredi, en fin d'après-midi. Les rotations d'entraînement touchaient à leur fin et la plupart des locaux s'étaient vidés, certains se dirigeant vers la base Liberty, d'autres s'attardant pour nettoyer après les exercices. Le couloir des casiers derrière le hangar à matériel ouest était presque vide, à l'exception de quelques retardataires qui continuaient à retirer leur équipement et à plaisanter au sujet des bières du week-end. Mara venait de finir de soumettre un bloc-notes contenant les évaluations terminées. Elle fit le long chemin du retour depuis l'administration, traversa l'annexe d'entretien des véhicules et se glissa dans le couloir latéral pour éviter le goulot d'étranglement près des douches principales. Au début, elle n'entendit pas les pas, seulement l'écho d'un rire familier. Burke n'était pas seul. Il était accompagné de deux autres personnes, l'une avec le crâne rasé et un T-shirt moulant, l'autre mâchant sans cesse du chewing-gum comme pour affirmer quelque chose. Ils ne parlèrent pas tout de suite, se contentant de marcher derrière elle, assez près pour être remarqués, mais assez loin pour ne pas déclencher de rapport. Mara ne changea pas de rythme. Elle modifia légèrement son chemin, se dirigeant vers le rack latéral où étaient rangés les gilets de terrain. Ce n'était pas de la lâcheté, mais de la prudence. Et la prudence dans des endroits comme celui-ci était un parfum. C'est terriblement calme aujourd'hui, dit Burke, sa voix rebondissant sur le béton. Pas de réponse. Elle est peut-être en train de rédiger un autre rapport. Toujours rien. C'est alors que la situation s'est envenimée. L'un d'eux s'est approché trop près. Un effleurement de l'épaule intentionnel, léger, mais destiné à la tester. Elle a continué à marcher. Le suivant a suivi son rythme. Mara ne se retourna pas. Ils arrivèrent au bout du couloir où celui-ci tournait brusquement vers la porte de service à l'arrière. C'est alors que Burke la poussa. Pas fort, juste assez pour la faire heurter le mur. Une botte glissa sur le béton. Elle se rattrapa d'une main, se retourna, les yeux au niveau des leurs. Toujours aucune émotion. Juste le même regard calme et indéchiffrable. Mais ce calme, ce refus de broncher, ne fit qu'empirer les choses. Burke ricana. Le chauve rit. Le mâcheur de chewing-gum s'avança. Il souriait. C'est alors qu'il passa à l'action. Une légère gifle du revers de la main, moqueuse dans sa douceur, mais qui lui fit basculer le menton sur le côté. Puis, alors qu'elle était encore en train de se retourner, à moitié chancelante, le véritable coup vint. Un rapide coup de pied vers le haut de Burke, destiné à la choquer, pas à la blesser. Mais il atterrit mal. En plein dans la bouche, sa tête bascula en arrière. Il y eut un craquement audible.
puis du sang. Fin, immédiat, métallique. Elle tomba à genoux, non par faiblesse, mais pour garder l'équilibre. Le silence qui suivit fut instantané. Même Burke eut l'air incertain pendant une demi-seconde. Elle toucha sa lèvre avec 2 doigts qui revinrent rouges. Elle se leva, ne dit rien, ne tendit pas la main vers eux, ne pleura pas, ne s'enfuit pas. Elle tourna simplement un pied après l'autre, passa devant eux, au coin, et sortit. Seul l'un des trois parvint à le dire, doucement, presque comme s'il le regrettait, mais elle était restée silencieuse. Et maintenant, ce silence était sur le point de devenir un record. Le cabinet médical de la base était calme lorsque Mara entra. Les lumières au plafond bourdonnaient dans le silence comme un avertissement que personne ne voulait entendre. Un seul corpsman était de service, le quartier-maître Rendon, un médecin de carrière de la marine qui avait vu suffisamment de nez cassés et de côtes fracturées pour savoir quand quelqu'un mentait sur la façon dont cela s'était produit. Il leva les yeux de son bureau lorsque la porte se referma. Mara ne répondit pas tout de suite. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un bloc-notes plié sur lequel étaient écrits 3 mots seulement. Traumatisme interne à la lèvre. Rendon cligna des yeux, puis vit le sang. Sa bouche était à peine enflée. La fissure n'était pas dramatique, mais la lèvre inférieure avait déjà commencé à noircir, et il y avait une fissure nette sur l'une des incisives latérales. Pas une ligne de fracture irrégulière, comme si quelque chose de dur et de rapide l'avait frappé en plein milieu d'une phrase. Il se leva immédiatement. Pas d'anesthésie, dit-elle, juste un nettoyage. Elle ne broncha pas lorsqu'il appuya pour vérifier la mobilité de la dent. Fissurée, pas déplacée, marmonna-t-il. Celle-ci, dit-il en tapotant doucement de l'autre côté. Elle acquiesça. Rendon la regarda à nouveau. Elle ne répondit pas tout de suite. Je veux que cela soit consigné. Elle essuya un peu de sang séché sur son menton avec une compresse de gaz. Ses doigts étaient fermes. Il expira. Compris. Il commença à rédiger le rapport. Elle dicta l'heure de l'incident. Environ 10h40. Lieu, couloir sud. Témoin, aucun confirmé. Suspect non identifié. Contact physique initié sans provocation. Aucune défense exercée. Aucune tentative de représailles. Elle fit une pause, puis ajouta. Coup intentionnel au visage. Rendon ne discuta pas. Il remplit le formulaire électronique. Elle signa, puis se leva. Pas de sortie dramatique. Elle sortit par l'escalier arrière, évitant le couloir principal. À la tombée de la nuit, 3 versions différentes de l'histoire avaient déjà atteint la caserne. Elle avait pleuré et était allée voir le commandement. Elle avait menacé d'intenter une action en justice. Elle avait été escortée hors de la base le lendemain matin. Tout cela était faux. Mara n'avait pas dit un mot, mais sa blessure était réelle. Son rapport était réel, et son silence n'était plus passif. Il avait été enregistré. Le lendemain matin, l'histoire s'était propagée. Rien de tout cela n'était vrai. Mais plus les mensonges étaient bruyants, plus les gens y croyaient. Et à Camlarks, le volume primait toujours sur la vérité. Le caporal Burke en riait déjà dans les vestiaires. Quelqu'un a gloussé. Un autre a sifflé. Un troisième, l'un des plus discrets, n'a pas ri. Il s'est contenté de changer de position et de détourner le regard. Elle n'aurait pas dû marcher si près derrière moi, a ajouté Burke. Le pire, c'est qu'ils l'ont cru, ou du moins qu'ils ont voulu le croire. Des captures d'écran de discussions de groupe ont circulé. Une vidéo a fait surface. Courte, granuleuse, tremblante. Seulement quelques secondes après l'impact. Mara s'éloignant, du sang sur la lèvre. Quelqu'un a ajouté un emoji rieur avant de l'envoyer à tout le monde. Dans leur esprit, c'était fini. Elle était embarrassée. Elle allait soit être transférée, soit démissionner, soit disparaître discrètement. Burke a même parié une demi-caisse de ripet qu'elle ne tiendrait pas la semaine. C'est comme ça qu'on les endurcit, a-t-il dit. Mais pendant qu'ils faisaient la fête, autre chose se passait. Cela a commencé dans l'administration avec des modifications discrètes du programme de formation, un nouveau bloc d'évaluation prévu pour le lundi matin. Aucun instructeur n'était mentionné. Puis sont venues les mises à jour des listes. Une note interne discrètement approuvée par le bureau du lieutenant Reeves. Des changements mineurs, juste assez pour regrouper certains membres du personnel dans un seul groupe. Le nom de Burke apparaissait en premier. Lechner Harwood, tous trois placés dans le même bloc de rotation. Pourtant,
Personne n'a rien dit. Maravos ne s'est pas exprimé, n'a pas déposé de plainte, n'a pas fait de scène. On l'a vu une fois dans la salle à manger, la mâchoire encore légèrement crispée lorsqu'elle mâchait. Elle était assise seule, dos au mur, sans lever les yeux. Elle n'a pas répondu. Mais dans le bureau des opérations, derrière deux écrans verrouillés, les approbations finales étaient déjà en cours de signature. Son dossier était marqué autorité d'instructeur, commandement vérifié et autorisé pour l'évaluation, affiliation au saut du leadership, qualification supplémentaire active, instructrice de combat à main nue, ceinture noire, Hopedo plus Jiu-Jitsu. Crosshair, Burke n'a jamais vu le dossier. Il ne le verrait jamais, car lundi, elle n'aurait plus besoin de paperasse pour faire valoir son point de vue. Elle aurait un terrain, une liste et un public. L'air matinal était assez froid pour transpercer des sweatshirts. Le brouillard était bas au-dessus du terrain d'entraînement, s'accrochant au gravier comme s'il n'avait pas encore décidé s'il allait se lever ou se dissiper. La formation avait déjà commencé. Deux rangées décalées de personnel interarmé se tenaient à l'extérieur du complexe d'évaluation physique. Principalement des marines, quelques sous-traitants, un médecin de la marine, plusieurs autres sirotant encore leur café dans des thermos approuvés par la base. Burke arriva en retard. Pas assez pour être signalé, mais juste assez pour s'annoncer. Marchant à reculons pour rejoindre la file avec un étirement fanfaron, il marmonna. Quelques rires, pas beaucoup. Un programme plastifié était affiché sur le tableau d'affichage près du rack à équipement. Zeosa Serion, circuit d'entraînement physique interarmé. Instructeur attitré, CPO Voss, monsieur. Les lettres ne signifiaient rien pour la plupart des gens. Même Burke les a regardées pendant une seconde. Leshner s'est penché, puis la porte s'est ouverte et elle est sortie. Pantalon d'entraînement noir, veste zippée fournie par la base, aucun grade visible, gants, bouche en cours de guérison, mais encore raide, lèvres inférieures encore légèrement meurtries, dentition légèrement irrégulière. Elle ne sourit pas, ne fit aucune allusion à l'incident, ne les salua pas, se contenta de passer devant la formation, monta sur l'estrade en bois et se tourna vers le groupe comme si elle l'avait déjà fait 100 fois auparavant. C'est tout ce qu'elle dit au début. Burke jeta un coup d'œil à Lesnar. Elle poursuivit. Évaluation dans 3 stations, rotation de bassiste, vitesse de chargement du circuit, partenaire, contrôle en espace restreint, performance chronométrée. Son ton était mesuré, dépourvu de toute emphase. Ce n'était pas une performance, mais une instruction. Elle désigna le tableau blanc. Les groupes sont déjà formés. Le choix des partenaires est définitif. Elle descendit de l'estrade, se dirigea vers les stations du circuit, sans élever la voix ni faire de gestes pour plus d'effet. Mais le tableau ne mentait pas. La liste ne mentait pas plus que le bloc-notes qu'elle tenait à la main, avec les initiales d'un certain lieutenant Reeves inscrites dans le coin inférieur. Lorsqu'elle lut le nom du premier duo, Burke et Leshner, sa voix ne trahissait aucune tension. Station 1. Burke fit un pas en avant. Un demi-sourire. Mara ne cligna pas des yeux. Heure de départ enregistrée. Et juste comme ça, l'attitude changea, car peu importait qui elle avait été la semaine dernière. Aujourd'hui, elle avait le sifflet. Elle avait de la feuille de temps. Et l'autorité qu'il pensait qu'elle ne voulait pas était sienne. La station 1 était conçue pour embarrasser les gens qui pensaient que la force et le contrôle étaient la même chose. 2 sacs de sable de 18 kilos chacun, transportés en sprint diagonal le long de la ligne peinte sur la pile de pneus. Recharger une caisse, vitesse de chargement. Répéter 3 fois, un temps de 30 secondes ou moins était considéré comme compétent. Burke traîna le premier sac comme s'il lui devait de l'argent. Il le souleva sans aligner sa prise, trébucha sur la pile de pneus, faillit le laisser tomber dans la caisse, puis revint en trottinant comme quelqu'un qui ne pouvait admettre qu'il était essoufflé. Leshner était pire. Il a coupé le virage, et complètement raté un pneu et n'a pas verrouillé le couvercle de sa caisse. Mara n'a pas dit un mot. Elle a noté le temps et jeté un coup d'œil au chronomètre et a marqué un cercle rouge. « Échec », a-t-elle dit d'un ton neutre. Réinitialisation de 2 minutes pour récupération. Burke s'est retournée. Elle n'a pas répondu, s'est simplement tournée vers le groupe suivant. Station 2, rotation de résistance du partenaire. Destinée à simuler la rétention d'armes.
Un partenaire essayait d'arracher un mannequin d'entraînement à l'autre. Renversement chronométré. Technique requise, pas de force brute. C'était le chaos. La plupart des équipes ont raté le placement des mains. Burke et Lechner ont utilisé leur force. Ils ont perdu l'équilibre. Ils ont trop tourné. Ils ont trébuché dans le tapis en caoutchouc qui séparait les stations. L'un d'eux a même glissé et le mannequin a atterri sur le côté. Mara n'a pas élevé la voix. Entrée incontrôlée, échec technique. Ils l'ont regardé fixement. Puis vint la station 3. Contrôle en espace restreint. Un partenaire a essayé de rompre le contact. L'autre l'a contrôlé. Pas de coup, pas de plaquage, juste la posture, la rotation, la pression. Cela avait été conçu par quelqu'un qui comprenait la manipulation des articulations. Burke ne comprenait pas. Il s'est jeté comme s'il s'agissait d'un combat de lutte. Son partenaire s'est libéré en 2 secondes chrono. Aucun contrôle conservé, a déclaré Mara. Burke a reculé, rouge de honte. Elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas levé les yeux de son bloc-notes. Puis l'un des stagiaires, Seal, a pris la parole depuis le bord du tapis. Mara s'est arrêtée, l'a regardé et dit puis elle a regardé Burke et sans dire un mot, elle s'est dirigée vers le tapis ouvert et enlevé ses gants et a pointé du doigt. Burke. Il a ri. Elle n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers le tapis, les bras croisés, rebondissant légèrement sur la pointe des pieds. Elle s'est placée en face de lui, une position neutre, le poids équilibré. Aucune posture. Tentez de briser une sortie, dit-elle. Limite de temps standard. Burke se jeta en avant. Ce qui se passa ensuite ne semblait pas violent. Cela semblait efficace. Elle pivota, attrapa son poignet, le fit rouler, fit pivoter ses hanchés sous sa ligne médiane. Burke tomba à plat sur le dos, haletant. Elle ne le regarda même pas, se tourna vers le stagiaire Seal. Le stagiaire s'est avancé, a tenté une prise standard. Elle s'est déplacée, pivotant sur un pied, balayant la jambe de son adversaire, transférant son poids. Il était à terre. Pas blessé, juste mis à terre. Sans fioriture, juste un fait. Elle est retournée au tableau. Circuit terminé. Évaluation suspendue. Burke n'a pas dit un mot. Burke n'a pas répondu parce qu'au fond de lui, il savait déjà. Ils ont attendu que les lieux soient presque vides. La plupart des membres de l'unité s'étaient dispersés après les exercices. L'aile de conditionnement physique ne résonnait que du doux bourdonnement des unités de climatisation et du grincement occasionnel d'un traîneau à poids traîné sur le gazon. Mara était dans le coin le plus éloigné. Elle réempilait les mannequins d'entraînement sur le rack vertical. Ses mouvements étaient calmes et méthodiques. Elle avait déjà retiré ses gants et retroussé ses manches. Son langage corporel ne trahissait aucune urgence, juste un ordre délibéré. Elle les entendit avant de les voir. Des pas. 3 paires. Trop lentes pour être naturelles, trop décalées. Burke, Lechner, Harwood. Elle ne se retourna pas. « Commandant, dit Burke en moquant le mot. Elle ne bougea toujours pas. « Vous nous avez embarrassés, dit-il en s'arrêtant à 1 mètre derrière elle. Devant tout le monde. Personne ne vous a ridiculisé, répondit-elle calmement sans se retourner. Lesnar dit. Harwood se plaça à gauche, les bras croisés, le regard perçant. Burke fit un pas en avant. Ce petit numéro de mise à terre, c'était vraiment mignon. Il n'y avait pas de caméra, répondit-elle. Il s'approcha. Tu te prends pour une sorte de fantôme? C'est alors que Lechner bougea rapidement et maladroitement. Une main jaillit, la paume prête à pousser. Il entra en contact avec son épaule, et à l'instant même où il le fit, elle bougea. Un pivot, son talon tourné vers l'intérieur, le pied gauche ancré, le coude baissé, le poignet maîtrisé. Le bras de Lechner fut redirigé vers le bas, suivi de son genou. Il heurta le tapis. Harwood se précipita trop lentement. Elle pivota, s'abaissa, accrocha sa jambe avant avec son pied d'arrière et laissa la gravité faire le reste. Burke tenta de l'attraper par derrière. Ce fut son erreur. Elle déplaça son poids, baissa les hanches et roula sous sa ligne médiane. Une simple redirection. L'élan a fait le reste. Burke a atterri plus durement que les autres. 3 secondes, 3 quarts, un souffle. Mara se tenait au milieu d'eux, imperturbable, droite, le regard fixe. La pièce était plongée dans un silence de mort, puis des pas à nouveau,
2 policiers militaires sont entrés par le couloir lointain. Tous deux portaient des ceintures latérales standards et avaient l'air neutre. Mara a levé une seule main. Pas vers eux, juste ouverte. Ils ont glissé, a-t-elle dit. Les officiers ont regardé la scène. 3 marines sur le tapis. Pas de sang, pas de bleu, juste les poumons et la fierté vide d'air. Un policier militaire a élevé la voix. Accident d'entraînement possible. Toutes les parties sont conscientes. L'autre a jeté un coup d'œil à Mara, sans rien dire. Ils sont partis. Mara est retournée vers son équipement, a ramassé les gants qu'elle avait enlevés 20 minutes plus tôt, les a enfilés et n'a pas regardé en arrière. L'examen des ordres est commencé avant le lever du soleil. Ce n'était pas une audience. Personne ne portait d'uniforme, mais derrière les portes closes de l'aile administrative, les rouages étaient déjà en marche. Les images de la salle de conditionnement physique avaient été récupérées. Des images standards provenant des caméras de surveillance. Pas de son, mais les images suffisaient. 3 marines, une instructrice, aucune agression de sa part, 3 contacts distincts initiés contre elle. 3 renversements nets et rapides, puis le calme. De l'autre côté du couloir, le commandant Leland, responsable des opérations de la base, parcourut les rapports joints. Un deuxième document attira son attention. Daté de 3 jours plus tôt. Admission médicale. Premier maître Voss, monsieur, était classé par Corman Randonnée. Traumatisme labial, fracture dentaire fine. Soupçon d'agression, aucun nom n'était mentionné. Aucune accusation n'était portée. Puis une troisième entrée. Autorisation d'instructeur. Voss et monsieur statut de ceinture vérifié. Ceinture noire, Jiu-Jitsu. Apido. Qualifié pour l'entraînement conjoint. Niveau d'autorité, responsable d'évaluation active. Leland ne se pencha pas en arrière et ne soupira pas, puis entra dans la salle d'examen où Burke, Lechner et Harwood étaient assis comme s'ils attendaient une mauvaise nouvelle qu'ils ne comprenaient pas. Mara Voss était déjà là, debout, pas assise. Le visage impassible, les cheveux tirés en arrière, des gants dans une main, un bloc-notes dans l'autre. Leland ne perdit pas de temps. Silence. Il y a 2 jours, un incident s'est produit dans l'aile de conditionnement physique. 3 marines ont initié un contact physique non autorisé avec un instructeur certifié. Tous 3 ont été maîtrisés sans blessure. Pas de coups, pas d'escalade. Personne n'a bougé. Personne n'a porté plainte, mais nous avons examiné les registres de sécurité, les registres médicaux et les confirmations de la chaîne de commandement. Burke s'est éclairci la gorge. « Monsieur, ce n'était pas… » Leland l'interrompit. Elle n'a pas riposté au bar. Elle n'a pas porté plainte. Il se tourna vers Mara. Elle secoua la tête une fois. Leland la fixa du regard pendant un moment, puis acquiesça. À effet immédiat. Le caporal Burke est rétrogradé d'1 grade en vertu de l'article 15. Harwood et Lechner sont retirés du programme d'intégration conjoint. Une enquête interne sur leur conduite est ouverte. Tous les fils de discussion du groupe sont archivés et verrouillés. Il ferma le dossier. Pas de drame. Alors que Mara sortait de la pièce, Burke leva les yeux, non pas dans un geste de défi ou d'excuse, mais simplement par prise de conscience. Elle ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin, car le message était passé depuis plusieurs jours. Il leur avait simplement fallu tout ce temps pour le comprendre. Le rack à poids n'avait pas changé. Pas plus que le sol taché de craie ou l'affiche d'entraînement défraîchie qui se décollait du mur du fond. Même pièce, même atmosphère. Mais tout avait changé. Mara se tenait seule près de la sortie de l'aile de conditionnement physique, accrochant la dernière bande de résistance à un crochet. Ses manches étaient retroussées, la lèvre fendue était presque guérie. Il ne restait qu'une légère ligne à l'endroit où l'os avait rencontré le souvenir. Personne ne s'approchait d'elle. La pièce n'était pas vide, mais elle aurait tout aussi bien pu l'être. Une demi-douzaine de marines passèrent, faisant semblant de ne pas la regarder. 1 ou 2 lui firent un léger signe de tête. Aucun ne dit un mot. Elle n'en demanda pas. Derrière elle, Burke entra plus lentement que d'habitude. Pas de rire, pas d'arrogance. Il manquait une bande au nouvel écusson sur sa manche. Le silence qui le suivait n'était pas du respect. C'était de la reconnaissance. Il marcha jusqu'au banc du fond, s'arrêta à mi-chemin, ne s'assit pas, resta simplement là un instant, les yeux fixés sur le sol. Puis, sans dire un mot, il se retourna et partit. Elle ne leva jamais les yeux. Lesnar passa 1 heure plus tard.
Il ne la regarda pas dans les yeux. Il ne s'attarda pas. Il s'arrêta près du tableau blanc où étaient affichés les résultats hebdomadaires. Le nom de Mara figurait toujours en tête de liste. Il ne l'effaça pas. En fin d'après-midi, une nouvelle recrue, âgée d'à peine 20 ans, le visage encore brûlé par le soleil après la journée d'orientation, entra, l'air perdu. Mara lui fit signe. La recrue a hoché la tête, a marmonné un merci et a continué son chemin. Elle n'a pas expliqué qui elle était. Elle ne l'aurait jamais fait, car le silence ne signifiait pas capitulation. Il signifiait préparation. Il signifiait vigilance. Et parfois, il signifiait que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'était pas celle qui parlait le plus fort. Auriez-vous riposté immédiatement ou attendu le bon moment comme elle l'a fait? Pensez-vous que la retenue est une force ou simplement une justice différée? Donnez votre avis dans les commentaires. Je les lis toutes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer de la suite. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pense encore que le silence est synonyme de faiblesse. Notre prochaine mission est déjà sur votre écran. Allez la regarder maintenant. À demain. Même heure, même endroit.